Ça fait un moment que j'aurais dû faire cette vidéo. J'aurais peut-être même dû commencer par celle-là. Ouais. Là, la raison principale du ratage d'un film. Et rien que ça, mon pote. Ouais. Un truc qui me fait sortir d'une histoire si vite qu'un boson de Higgs dans un accélérateur à particules. Et pour ça, je vais vous parler d'un film que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il se passe dans l'espace, la réalisation est propre, mais le scénario part en couille. C'est Sunshine. Très intéressant. Premièrement parce qu'il est de Danny Boyle. C'est quand même pas un manchot, hein. Le mec, il a quand même fait Trainspotting, on peut se dire que bon. Deuxièmement parce qu'il illustre parfaitement ma théorie quant à savoir ce qui condamne un film. Et c'est les incohérences de comportement de personnages. Je suis pas le seul à tiquer là-dessus, hein. Je suis pas le seul. Et le film là est intéressant parce qu'il se divise en deux parties. Il se divise en deux parties. Va falloir vous mettre d'accord. Toi, va-t'en. En deux parties. Écoutez, on va faire moite-moite, hein. Voilà. Une première cohérente et une seconde totalement illogique. Alors, mise en place de l'histoire au début, hein. Donc, on envoie une sonde sur le Soleil qui se refroidit pour le démarrer avec une bombe atomique. Donc, on envoie un vaisseau spatial, Icarus 1. Au bout de 7 ans, on n'a plus de nouvelles. Ils envoient donc un deuxième Icarus. Parce que sur Terre, on se gèle les couilles. Et on sait toujours pas ce qui est arrivé à la première mission. La première mission est intéressante, ils croisent Mercure, bon, c'est sympa, hein, voilà. Tout se passe bien, jusqu'à ce que, au bout de 15 minutes de film, ils retrouvent Icarus. Aux alentours de Mercure, font le choix d'aller sur Icarus pour savoir ce qui s'est passé. Alors c'est pas illogique ça. Pour l'instant, on a la première partie qui est cohérente. Pourquoi ils vont voir Icarus? Parce que c'est déjà il est sur le chemin, quasiment. Deuxièmement, la raison d'échec est inconnue. Ça serait quand même bien qu'on sache ce qui s'est passé quand même. Ça pourrait leur arriver à eux aussi, de pas faire la même erreur. Et troisièmement, récupérer la fameuse bombe qui est à bord, ça leur ferait 2 bombes. Donc 2 fois plus de chances de réussir parce que leur mission est très théorique en fait. Donc je dirais que c'est logique jusque-là. Dans leur changement de trajectoire, Trey, le chinois, fait une erreur de calcul. À cause de lui, il y a un volet qui flambe. Et ils vont devoir aller le réparer Cet incident entraînera la mort d'Akira. Et Trey va plus ou moins déprimé et sans vouloir, voilà, qui peut être explicable. Voilà, en gros, pour la situation des personnages. Et on arrive à la deuxième partie. Alors la première tenait debout. Personnage logique, intéressant, organisé. Deuxième partie. Alors c'est le syndrome de l'histoire accouchée au forceps. Je la sors souvent celle-là, mais c'est vrai qu'ils le font souvent ça. On accouche une histoire au forceps grâce à des comportements de personnages complètement incohérents, pas responsables, qui génèrent des prises de risques inutiles, et donc de l'action. Se foutre dans la merde pour faire avancer l'histoire. C'est chiant. À la 46e minute, ils abordent Icarus 1, la fameuse mission dont on n'a plus de nouvelles depuis 7 ans. Un vaisseau fantôme, donc. Alors on va jouer ensemble. Hein. Question. Vous abordez un vaisseau fantôme. Il vous reste 7 membres d'équipage. En 6, il y en a un qui est mort, il y en a un qui est sous Valium. Il vous reste donc 6 membres d'équipage. Putain, j'arrive pas à faire 6 avec des doigts. 6. Ah, trouvé. Il vous reste 6 membres d'équipage. Je vous donne plusieurs solutions. Vous envoyez un seul mec, et si possible le moins important de la mission, avec un casque et de l'oxygène, pour éclairer la zone et vérifier qu'il n'y a pas de problème. Deuxième solution, vous envoyez, 2 mecs, à intervalle 50 mètres, un qui éclaire et un qui balise. Toujours avec un casque, de l'oxygène, et si possible, par les personnes les plus importantes de la mission. Et on va passer tout de suite au troisième choix. Vous envoyez les 4 mecs, sans casque, sans oxygène, et avec le mec super important. Un singe castré pourrait faire le bon choix. Non, je déconne. Non, mais sans déconner. Un singe castré pourrait faire le bon choix. Et vous avez deviné le choix des scénaristes. Il s'agit bel et bien de la troisième solution, la plus nulle. Donc ils vont se séparer dans le vaisseau, parce que le vaisseau est trop grand. On apprend que le vaisseau est trop grand. Alors vous verrez tout à l'heure que le méchant, lui, va visiter le deuxième vaisseau qui est plus grand. Mais ultra vite, on n'aura rien de temps de voir. À la 51e minute, il trouve le message enregistré du capitaine. En fait, le mec est devenu fou, tout l'équipage est devenu complètement timbré, ils ont rencontré Dieu, quoi, tu vois. Ils ont saboté le vaisseau qui rend Icarus 1 inutilisable, et ils se sont suicidés. En mode secte, tu vois. Ok, quand soudain d'un coup, boum, explosion du sas. Ah bah oui, il y a personne qui surveille, c'est malin, on sait pas, on n'a rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? On va mettre ça sur le dos d'un mauvais raccrochage et ils se vont pas poser plus de questions que ça. Du coup, les 2 vaisseaux sont séparés et il y a l'espace entre les 2.
comment on fait pour revenir dans la mission 2? Alors bon, vous avez mis vos 4 mecs dans un vaisseau fantôme, il faut qu'ils traversent l'espace. Bon allez, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Il n'y a qu'une seule combinaison. Ah, c'est énervant, hein. Ah, c'est énervant, il n'y a qu'une seule combinaison à bord du vaisseau. Ils sont 4. En fait, c'est le casting de camping qui s'est perdu dans l'espace. Il y a du Bosque dans la bande. Ouais. Ah bah, il a du PQ au moins. Hein. Déjà, on est bon. Pas mourir dans l'espace, mais on aura le cul propre. Alors la combinaison, il décide de mettre le privilégié, c'est-à-dire Kappa, l'ingénieur de la bombe, qui est le personnage prioritaire, hein, c'est qu'ils ont envoyé dans un vaisseau fantôme. Hein. C'est bel et bien lui, ils le disent. Hein. C'est le personnage, c'est le membre d'équipage prioritaire de la mission. Et ils vont lui mettre la combinaison. Et celui qui rappelle ça, c'est Maze. Ce personnage, au début, c'est lui qui va désigner Kappa pour aller avec Akira sur le toit réparer le volet du début qui était tombé en panne. Je rappelle que Akira est mort dans l'histoire. C'était super dangereux. Et bah, c'est lui qui, maintenant, rappelle qu'il faut surtout pas qu'il prenne de risques. C'est une erreur d'écriture monumentale. Carrément étonnant de la part de Danny Boyle. Ils auraient pu faire dire ça, rappeler ça par un autre personnage. Mais pas par Maze, bordel. Mais non, c'est Maze qui le désigne la première fois pour prendre des risques, et qui maintenant le sauve. On contrôle. J'ai trouvé un cappuccino. Voilà. Cherche tout nez. Et donc, Kappa met la combinaison, et ils doivent traverser l'espace à plusieurs, comme ça, mais la porte n'est manœuvrable que de l'intérieur. Alors c'est pratique, parce que du coup, ça veut dire qu'il y en a un qui doit rester à bord de l'Icarus 1, et qui ne pourra pas en ressortir. Bah ouais, à défaut d'Alien, faut bien trouver un moyen de décimer l'équipage. Hein. Donc Harvey meurt à bord d'Icarus 1. Pendant la projection, Sir, il s'appelle Sir, je sais pas comment il s'appelle. Bon, bref, il meurt. D'abord congelé, puis ensuite rôti. Hein. Thermostat 100. Bref, bilan de l'affaire, ils ont quand même perdu 2 mecs pour rien. Pour rien, hein, c'est bon, pour rien. Hein. Ils décident de continuer la mission. Voilà, ils ont perdu beaucoup d'oxygène, donc ils décident de faire des économies d'oxygène, sans quoi ils pourront pas y arriver jusqu'au bout. Ils se disent, bah écoute, comme Trey, le chinois qui est devenu dépressif, qui est sous Xanax depuis le début, il est pas pour la mission, et de toute façon c'est une mission sans retour, on n'a qu'à le débrancher, le tuer quoi. Comme ça on sera que 4, il y aura assez d'oxygène pour tout le monde. Mais en fait, il est déjà mort et l'ordinateur ne le sait pas. Bizarre ça quand même. C'est con parce qu'ils se prennent la tête sur des questions éthiques, à savoir est-ce qu'on a le droit d'ôter la vie à quelqu'un, blabla, alors que le mec est déjà mort. À quoi sert l'ordi quoi, hein, il ne voit que ce qu'il veut celui-là. Hein. Donc ils trouvent Trey suicidé, ils savent pas trop en fait, et les 4 membres qui restent d'équipage poursuivent leur petit train-train quotidien jusqu'à la fin de la mission. Puis ils sont chacun dans leur zone d'activité, et puis t'as Kappa qui avec sa bombe nucléaire, il met des vis, tu vois. Il met des trucs, tu vois. Il demande à l'ordinateur de faire une remise à jour de la consommation d'oxygène. Et l'ordinateur leur dit non, vous vivrez pas assez longtemps. Comment ça on vivra pas assez? On a fait le calcul. À 4 c'est viable. Négatif. Vous êtes 5. Attends, donc déjà le robot est capable de savoir qui est vivant à bord, qui est mort. C'est pour ça que je vous dis, il y a 13, c'est quand même un problème, hein, tu vois. Il détecte une personne qui fait même pas partie de l'équipage, qui n'a pas de transpondeur, rien. Alors t'as Kappa, il demande, qui est le 5e? Le robot, il sait pas, inconnu. Donc Kappa, il demande, il est où? Il est dans l'observatoire. Alors d'un seul coup, l'ordinateur, c'est plein de choses. Hein. Pour moi, c'est une grosse erreur d'écriture. Il n'a pas relevé que ce mec est venu à bord, que c'est lui qui a fait péter le sas, qu'il a tué Trey. Enfin, c'est seulement maintenant qu'on lui pose des questions qu'il nous informe. Le principe d'une machine, normalement, regarde, moi j'ai un hélicoptère, là, il me dit quand il y a une surchauffe. Je lui demande pas, peux-tu m'indiquer s'il y a une surchauffe ou pas? Non, il me l'indique tout le temps. Je peux le savoir. Tu vois? Est-ce qu'il y a une surchauffe? Ou est-ce qu'il n'y a pas de surchauffe? Merde. Bon, il y a une surchauffe apparemment. Alors, question. Devinette. Vous apprenez qu'il y a un étranger à bord. Inconnu. Vous vous dites, c'est le capitaine qui a pété un câble. On le sait que c'est lui. On s'en doute tout de suite. C'est forcément un mec de l'équipage qui est passé dans le vaisseau. C'est lui qui a fait péter le sas. D'un seul coup, les choses deviennent un peu plus claires. Et si c'est ça, ça veut dire que c'est un mec qui est un peu fou quand même, parce qu'on a vu la vidéo. Donc, question. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je vous épargne le questionnaire. C'est forcément la solution la plus nulle que les scénaristes ont choisi. Le mec, il va seul. Et il ne prévient pas les autres. Hein. Ils sont tous reliés avec un petit interphone. Hein.
Ils ont une espèce de talkie-walkie collier. Ils peuvent se parler en permanence tout le temps. Il les prévient même pas. Il y a que lui qui est au courant. Puis une fois qu'il l'a trouvé dans l'observatoire, tu sens que le mec il craint. Il est tout nu, il a la peau toute brûlée, il tient des discours complètement à chier. D'ailleurs, des discours sont complètement nuls. Hein. Et les espèces de prose méta, c'est bof quoi. C'est pompeux et pas crédible. Ça fait ni fou ni gourou. Enfin, dire même ça, c'est raté. Donc il s'approche tout près. Ah, il va seul, il prévient personne. Il s'approche tout près. Et le mec, bam, coup de scalpel. Le même qui a servi à tuer. Forcément, le coup de scalpel, bah ça coupe sa radio, puis il peut plus prévenir les autres. Normalement, le DVD là, je l'éjecte dans l'espace. Direct. Je peux plus. En général, je fais pause à ce moment-là parce que je. Putain, je pensais qui les enculés d'en face, mais putain. L'ordinateur s'en fout, hein, prévient personne. Donc c'est clair, le méchant est monté à bord, il a ouvert le sas, refermé le sas, fait exploser le sas, sans qu'aucune caméra le cale, ni aucun signal de transmission d'ouverture de porte aux 2 personnes d'équipage qui étaient restées à bord ne soit communiqué. C'est quand même bien fait, hein. Le mec c'est Jason Bourne dans l'espace. Hein. Donc du coup, bah il s'enfuit, poursuivi par le mec en mode Shining, tu sais, c'est poursuite de merde, au secours. Personne l'entend, évidemment, les autres pas ce qu'ils foutent. Et puis au final, il s'enferme dans un sas que le méchant verrouille. Puis dans ce sas là, il y a pas de micro ni de truc pour communiquer avec l'extérieur, rien. Enfin tu vois, il y a une espèce de petite caméra en noir et blanc qui est dans le coin du moniteur, tu vois. Puis la nana qui est contrôle, tu sais. Regarde des trucs, on sait pas, elle le voit pas. Je comprends pas pourquoi l'ordinateur ne voit rien. Le méchant arrive à faire le tour du vaisseau, à tout péter, à faire chier tout le monde, sans que l'ordinateur cale quelque chose. Alors il tue la chinoise, bah tranquillement, personne ne voit rien. Il arrive à éteindre le vaisseau complètement en flinguant le système de refroidissement. Du coup il y a Mace qui va mourir dans le liquide de refroidissement. C'est lui le responsable de l'ordi. Blabla, il se retrouve avec la fille sur la bombe, dans le soleil, avec le méchant, puis il déclenche la bombe, ça explose. Fin du film. J'ai cru qu'il allait se passer un machin. C'est dommage, ils ont raté la fin. La fin est ratée. Il y avait moyen dans cette espèce de limite de la science comme ça, de repousser un truc avec les atomes, il y avait moyen de faire un machin à la 2001 d'essai de l'espace, quoi. On a l'impression que le temps s'arrête et que les atomes fusionnent et tout. En fait, non. Ouais. Donc la fin du film n'est pas super en plus. Ça, c'est dommage. Voilà, alors ça c'était pour illustrer en fait ma théorie, qu'en fait un scénario incohérent avec des personnages idiots, ça nous fait sortir de l'histoire. Et j'irai même plus loin, je dirais que même quelqu'un qui ne fait pas tous ses calculs, quelqu'un qui ne va pas décortiquer le film comme je viens de le faire, et tu cherches à comprendre, qui va pas se poser des tas de questions, ça sert à rien, tu perds ton temps. Même une personne qui le regarde en mode tranquille va sortir de l'histoire. Notre intellect ne se projette plus dans le récit qui brise le lien cause-conséquence. On retrouve ce défaut d'écriture dans de nombreuses productions cinématographiques, surtout dans de nombreuses super productions. C'est incroyable d'être aussi nul en écriture avec tant de millions. Et c'est selon moi, grande théorie Butch, attention, hein, c'est selon moi la raison principale de l'échec de films, de grands films qu'on a envie d'aimer. C'est ça le pire. Parce que moi, Sunshine, j'ai envie de l'aimer. Mais j'y arrive pas. Stupidité, absence de logique, incohérence comportementale. Hein, c'est le syndrome que j'aurais pu appeler syndrome Covenant. Je sais. Faut reconnaître que Covenant, quand même, en matière de débilité, il a repoussé les limites de la science. Hein. Là, je dois dire que... Mais bon, on va quand même essayer de donner un aspect scientifique à tout mon délire. Hein. On va l'appeler donc le syndrome... Le syndrome Historium Debilus. Ouais, en latin, ça fait tout de suite plus sérieux. Donc voilà, petite vidéo, un film, un concept. Tu vois, histoire qu'on se fasse pas chier, je chronique un film et en même temps, je développe une idée. Alors une idée, bien sûr, c'est une idée pour faire améliorer les choses. Hein. Je suis pas là pour pourrir le monde. Hein. On va me dire, hey, tu me parles, tu es méchant avec les films. Non, je suis pas méchant. Quand un truc cool, faut le dire. D'accord, il y a de l'eau dans le bateau, les mecs. Tu vois, que forcément, à un moment donné, moi je réagis, quoi. Je me dis, bah, on va peut-être essayer de faire bouger les choses. Ça commence à devenir lourd, quoi. Ça en fait un paquet de DVD sur mon étagère qui pue du cul. Je suis pas méchant. Comme dit le proverbe, tout vient à point. À qui châtie bien. La pierre du bûcheron. Non, la masse. Merde. C'est comment on contrôle déjà? Qui aime bien, châtie bien. Ah oui, bah voilà, ouais, c'est ça.